Libération imminente de plusieurs otages français détenus au Liban. Pour le moment, on ne connaît pas leur identité, mais l'ambassadeur de France est parti tout à l'heure pour le quartier général syrien où il devrait les accueillir. Et puis, quelques heures auparavant, les Européens s'étaient accordés sur des sanctions minima contre la Syrie. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis 18h30, depuis 6h30 du soir, plusieurs otages français devraient avoir été libérés au Liban. L'annonce en a été faite par l'un des groupes de ravisseurs, l'OJR, c'est-à-dire l'Organisation de la Justice Révolutionnaire, qui avait revendiqué notamment l'enlèvement de l'équipe d'Antenne 2. Mais pour le moment, pas de confirmation. Apparemment, pourtant, il se passe bien quelque chose en ce moment même à Beyrouth. Ainsi, l'ambassadeur de France est actuellement en route pour l'hôtel Beau Rivage, qui est le quartier général des forces syriennes au Liban. C'est là que devraient être libérés officiellement ces otages, dont on ignore, je le répète, et le nombre et l'identité. C'est bien sûr l'information principale de ce journal. Vous la vivrez au fur et à mesure, en même temps que nous. Et pour commencer, on commence vraiment par le tout début. C'était ce matin avec un premier communiqué de l'OJR, donc de l'Organisation de la Justice Révolutionnaire, Philippe. Oui, Bernard, ce matin, 8h30, premier communiqué annonçant une libération dans les 48 heures d'otages français. Pas de nom, pas de nombre. On sait que l'OJR détient 3 otages, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, ainsi que Marcel Koudari. Devant ce communiqué, pas de réaction de l'hôtel Matignon, silence donc, mais on laisse planer un certain optimisme. Cet après-midi, 17h20, deuxième communiqué plus précis de l'Organisation de la Justice Révolutionnaire, l'OJR annonce la libération de certains otages français à 18h30 à l'hôtel Beau Rivage de Beyrouth, l'hôtel Beau Rivage qui est le siège des observateurs syriens à Beyrouth. Et l'OJR invite 3 personnes à se rendre à l'hôtel. Un représentant du président syrien Hafez el-Assad, l'ambassadeur de France à Beyrouth et un membre de la Croix-Rouge libanaise. Chacun remarque que le processus est le même que celui qui, le 21 juin dernier, avait conduit à la libération de Philippe Rochaud et de Georges Hansen. Depuis, plus rien. L'ambassadeur de France, M. Christian Graef, s'est rendu à l'hôtel Beau Rivage où se trouvent de nombreux journalistes et tout le monde attend. Donc ça, ce sont les seules certitudes que nous ayons ce soir. Rien de plus pour l'instant. Pas de confirmation, pas d'identité. On ne connaît pas non plus le nombre des otages qui vont être libérés. Cela dit, Philippe Rochaud, ce scénario, vous le connaissez bien, l'hôtel Beau Rivage, vous y avez été lorsqu'il avait été libéré le jour même. C'est donc le même scénario que pour vous, apparemment. Oui, c'est ce qui m'encourage à penser qu'il y aura des otages français libérés ce soir ou peut-être demain, parce que c'est le même scénario qui s'est passé pour nous aussi. Nous avons été largués à quelques centaines de mètres de l'hôtel Beau Rivage, et puis là, c'était donc le quartier général des forces syriennes. Là, l'ambassadeur de France était déjà parti parce que notre libération avait pris plus de temps que prévu. Nous n'avons été libérés que vers 23 h, mais le scénario est resté le même. Et le communiqué de l'OJR était sensiblement le même aussi. On l'a revu avec Georges Hansen quand on est rentré à Paris. Le matin, ils annonçaient la libération. Le soir, on était libérés. Donc ce sont des gens qui ont tenu leur promesse. Et je ne vois pas pourquoi ils ne tiendraient pas cette fois la promesse qu'ils ont faite dans leur communiqué en disant que des otages français seraient libérés ce soir ou demain. Alors là, j'ai un petit complément d'information qui n'est pas décisif, mais apparemment, selon l'agence américaine Associated Press, l'arrivée d'un diplomate français à l'hôtel Beau Rivage, donc ce quartier général des Syriens, l'arrivée d'un diplomate français, il n'est pas précisé quel est son rang, si c'est l'ambassadeur ou si c'est quelqu'un du personnel diplomatique. Vous l'avez donc compris, c'est au quartier donc, général syrien au Liban, l'hôtel Beau Rivage, que devraient être libérés les otages français dont on ignore ni le nombre ni l'identité. La Syrie en tout cas, dont le poids semble-t-il était décisif une nouvelle fois dans cette libération. Damas qui de toute évidence a une influence considérable sur l'OJR. Écoutez les explications de Pierre Serra qui est à Damas, qui est en Syrie. Pour cette libération, le scénario dont on attend ici à Damas la confirmation de fait pourrait être le même que celui qui a été utilisé pour la libération de Georges Hansen et de Philippe Rochaud en juin dernier. D'autant plus probable ce scénario que le communiqué de ce matin qui annonce la libération des otages rend un hommage appuyé au président syrien Hafez el-Assad, maître d'œuvre de cette issue, avec l'aide bien sûr des Algériens et surtout des Iraniens. Mais à partir de là, on ne peut tout de même pas s'empêcher de penser, 1. que les Syriens, s'ils nient jusqu'à présent avoir des rapports directs, ont au moins des contacts étroits avec l'Organisation de la Justice Révolutionnaire, qui ajoute dans son communiqué, pour faire bonne mesure, que tout ce qui touche la Syrie l'atteint elle-même. Voilà donc ce que l'on peut dire ce soir. Il est 20h05, je n'ai pas encore d'autres informations, pas de développement, pas de confirmation. Mais bien sûr, si la moindre information nous parvient d'ici la fin de ce journal, avec Philippe Arouard, avec Philippe Rochaud, nous reviendrons immédiatement pour vous donner ces informations, ces développements ou éventuellement ces réactions. Cela dit, ce n'est sans doute pas par hasard si l'annonce de cette libération intervient
quelques heures seulement après l'accord minimum conclu entre les 12 Européens à l'encontre de la Syrie. Après, vous le savez, l'affaire du Boeing d'El Al et ce que l'on a appelé le procès Indawi à Londres. Quand je dis 12, en fait, je devrais dire 11, puisque seule la Grèce a refusé d'adopter des sanctions contre Damas. Des sanctions pourtant sans grande portée, puisque Londres, qui était demandeur dans l'affaire, les Britanniques avaient choisi de mettre la barre assez bas. 4 mesures concrètes minimales adoptées tout à l'heure. 1. Embargo sur les ventes d'armes. 2. Restriction des contacts de haut niveau avec la Syrie. 3. Renforcement de la surveillance des diplomates syriens en Europe. Et 4. Renforcement des mesures de sécurité autour de la compagnie aérienne syrienne. Voilà pour les mesures. Reste le climat des discussions aujourd'hui à Londres. Sur place, voici le commentaire de Georges Bortoli, qui est de nos envoyés spéciaux. La réunion des ministres de la communauté a été calme, les débats plutôt faciles. 11 pays européens sur 12, la Grèce ayant fait des réserves, ont adopté les 4 points proposés par la Grande-Bretagne à l'égard de la Syrie. Embargo sur les ventes d'armes, suspension des visites officielles de haut niveau, surveillance dans toute la communauté des ambassades syriennes et surveillance accrue des lignes aériennes syriennes. En fait, cette déclaration est plutôt un avertissement qu'une condamnation de la Syrie. Mais alors, le gouvernement syrien est-il ou non impliqué dans l'attentat manqué contre le Boeing d'El Al? Ce texte n'implique pas le gouvernement syrien. Il implique des Syriens et il envoie un message très clair au gouvernement syrien pour lui dire que les activités qu'ont eues ces Syriens sont inadmissibles et par conséquent espère d'ailleurs, comme dit le texte, qu'il y aura une réponse positive des autorités syriennes sur ce genre d'activité. La solidarité européenne qui paraissait malade il y a 15 jours à Luxembourg a meilleure mine ce soir à Londres. Tout le monde y a mis du sien, à commencer par les Anglais qui se satisfont de la part de leurs alliés de la communauté de ce témoignage de solidarité mesurée. Quant aux Français, désireux de ne rompre aucun fil au Proche-Orient pour des raisons plus que jamais évidentes ce soir, ils n'en ont pas moins signé de bon cœur ce texte qui est un avertissement mais aussi un appel au gouvernement de Damas. On a bien sûr beaucoup évoqué aujourd'hui à Londres l'entretien de Jacques Chirac publié par le Washington Times, un entretien dont Matignon, vous le savez, dément l'essentiel du contenu et que le journal américain a décidé de publier in extenso. D'ailleurs, pour faire bonne mesure, 300 exemplaires de ce quotidien ont été distribués gratuitement ce matin aux journalistes qui suivaient la conférence à Londres. Parmi eux, il y avait notre correspondant Alain Cancès qui a retenu les 3 points essentiels de cet article. Succès de curiosité sans précédent ce matin à Londres pour le Washington Times. Plus de 300 exemplaires du journal avaient été apportés spécialement des États-Unis par un vol de nuit pour être distribués aux journalistes qui assistaient à la réunion des ministres des Affaires étrangères des 12 pays de la communauté. Dans ce numéro, le texte intégral de l'entretien accordé par M. Jacques Chirac à Arnaud de Borchgrave, rédacteur en chef du journal. Évoquant l'attentat manqué contre un Boeing israélien à Londres, M. Jacques Chirac a notamment déclaré, je cite, « J'ai parlé à Kohl et à Genscher, le chancelier et le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères. Je ne vais pas aussi loin qu'eux, mais leur thèse est que le complot Indawi était une provocation destinée à embarrasser la Syrie et à déstabiliser le régime Assad. Qui était derrière? Probablement des gens liés au Mossad israélien, en collaboration avec certains éléments syriens. Estimant par ailleurs que le fondamentalisme islamique et l'Iran constituaient, je cite, un danger extraordinaire, M. Jacques Chirac a également évoqué les ventes d'armes à l'Iran effectuées par la Grande-Bretagne, les États-Unis et Israël. Et il a ajouté, je cite encore, « autant pour la solidarité occidentale ». Alors, quand on m'accuse de manquer de solidarité à propos de ce dernier incident à Londres, entendez l'affaire Indawi, permettez-moi de vous dire que j'ai des chats beaucoup plus importants à fouetter. Le plus important est d'empêcher que ce fanatisme religieux anti-occidental ne submerge toute la région. Et cela est plus important que de couper les relations avec la Syrie à cause d'un incident à Londres ou d'une bombe qui explose dans la rue. Il reste que lorsque Jacques Chirac a tenu ses propos, il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une interview, le mettant personnellement et directement en cause, mais simplement d'une conversation à bâton rompu, au cours de laquelle il pouvait faire des hypothèses, émettre des commentaires, sans être personnellement nommé. Simplement, vendredi, lorsque le Premier ministre a plus ou moins démenti la première version de l'entretien rapporté par le Washington Times, le rédacteur en chef du journal, M. Arnaud de Borchgrave, estimant que sa crédibilité était mise en cause, a décidé de publier l'intégrale de l'entretien, rompant ainsi les accords conclus.
En marge de cet article, mais à propos de ce qui peut passer pour un déblocage des rapports entre la France et le Proche-Orient, et donc à terme le sort des otages qui demeurent emprisonnés au Liban, il y a cette réflexion de la radio iranienne qui rend hommage ce soir à la politique intelligente, je cite, menée au Proche-Orient, au Moyen-Orient par Jacques Chirac, la radio de Téhéran, qui ajoute que le Premier ministre avait amélioré ses relations avec Téhéran, donc avec l'Iran, et avec Damas, c'est-à-dire avec la Syrie. Le président sud-africain Peter Botha est en France depuis ce matin, une visite sans doute privée et qui coïncide avec le 11 novembre et l'inauguration d'un mémorial construit à la mémoire des victimes sud-africaines des 2 dernières guerres mondiales. Une visite qui suscite néanmoins de nombreuses protestations au moment où la politique d'apartheid en Afrique du Sud est dénoncée un peu partout dans le monde. M. Botha sera demain dans la Somme, à Longueval précisément. Philippe Lefebvre et Pascal Stelletta l'avaient précédé pour évaluer le climat de cette visite. La visite du président Botha dans la Somme a le charme discret des cafés de la campagne picarde et le goût amer des réceptions ratées. Déjà, il y a 2 ans, le président sud-africain n'avait eu droit de la part du gouvernement socialiste qu'à une poignée de main hautaine de la part d'un secrétaire d'État. D'un gouvernement conservateur, il attendait plus de cordialité, c'est manqué. Tant à l'Élysée qu'à Matignon, on insiste sur le caractère privé de cette visite. Et Jacques Chirac d'ajouter qu'un quelconque accueil officiel serait du plus mauvais effet à la veille du sommet franco-africain. Dans ces conditions, comme spectateur de sa diplomatie des cimetières, le président Botha n'aura droit demain qu'à un préfet, par obligation protocolaire, qu'à un charter d'anciens combattants sud-africains amenés tout spécialement pour cette circonstance de Pretoria. Enfin, il aura droit également aux 180 habitants de Longueval qui n'ont rien, mais rien à voir avec l'apartheid. Oui, demain, la délégation sud-africaine déposera une gerbe au pied du monument donc, qui est consacré aux militaires sud-africains morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que des militants anti-apartheid ont décidé de manifester au même moment. La mort du Rhin, ou comment l'éviter après les fuites de l'usine Sandoz de Bâle, est ce que l'on qualifie déjà de véritable catastrophe écologique. Les Verts allemands ont d'ailleurs trouvé un mot en raccourci en parlant d'un nouveau Tchernobyl, référence toute proportion gardée sans doute à ce qui s'est produit il y a quelques mois à la centrale soviétique de Tchernobyl. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la situation est assez grave pour que les ministres suisses, allemands, néerlandais et français de l'environnement se retrouvent dès mercredi d'urgence, donc à Zurich, pour trouver une parade à cette catastrophe. Une pollution qui touche différemment, semble-t-il, la rive allemande et la rive française du fleuve. C'est en tout cas ce que montrent les enquêtes menées en Alsace par Olivier Lerner et en Allemagne par Michel Meyer, en commençant par la situation en Allemagne, où l'on prend la menace, vous allez le voir, très au sérieux. Sur les bords du Rhin, c'est toujours l'idylle apparente. Au moins, les oiseaux semblent avoir survécu à la vague chimique mortelle qui, à quelques 4 km à l'heure, vient de descendre le fleuve et de passer la Rhénanie. C'est pourtant là une bien piètre consolation pour des riverains plus amers que jamais. Ça n'arrête pas, nous dit-on ici. D'abord la saleté atomique de Russie, et maintenant ça. Bientôt, on ne saura plus quoi boire et manger. Fort heureusement, les stations de filtrage et de pompage d'eau potable situées sur les rives ont été stoppées à temps. L'approvisionnement de la population indignée n'est pas menacé, car des réserves ont pu être constituées avant le passage de la vague empoisonnée. Une exception, la petite localité de Unkel, près de Bonn, où l'on n'a pas réagi suffisamment tôt. Ce sont les pompiers qui ont donc pris le relais. Le rationnement partiel durera encore au moins 2 jours pour quelques 25 000 habitants. À 400 km de la source de pollution et malgré l'effet de dilution, les chimistes des laboratoires de surveillance détectent toujours la présence de substances hautement toxiques. Reste qu'à la station de Badenef, les poissons qui servent de cobayes ont tenu le choc. Ce qui est loin d'être le cas des planctons, puces d'eau et autres micro-organismes dont se nourrissent les poissons et les oiseaux. De très graves dégâts écologiques, s'indigne le ministre de l'Environnement de Rhénanie-Westphalie. Des années d'efforts pour la restauration biologique du Rhin ont été réduits à néant en quelques heures. Cette vague empoisonnée est donc un nouveau coup à l'âme des Allemands, une nouvelle invitation à écouter des écolopacifistes qui, hier à Hambourg, ont pour la première fois franchi la barre des 10% de voix lors d'une élection locale. C'était donc la situation vue du côté allemand. Voici maintenant la même enquête menée du côté français par Olivier Lerner, qui est dans la région de Strasbourg, en Alsace. Pour l'instant, dans cette région, pas de panique, mais vous allez le voir, une vigilance de tous les instants.
Nous sommes en mesure de vous dire ce soir qu'il n'y a pas que du mercure qui s'est déversé dans les eaux du Rhin. On trouvera, si l'on cherche bien, et si les usines Sandoz sont prêtes à nous dire toute la vérité, 723 tonnes d'insecticides hautement toxiques. 60 tonnes de nitrophénol, c'est de l'acide nitrique quand ça brûle. 32 tonnes de dérivés aminés, c'est de l'ammoniac quand ça brûle. 12 tonnes de mercure, 8 tonnes de colorants, 5 tonnes de produits pétroliers. L'addition est lourde. Au total, 1000 tonnes de produits plus ou moins toxiques. Et pourtant, cette situation ne semble pas troubler outre mesure les agriculteurs alsaciens. L'eau des puits continue de couler à flot. Soigneusement analysée, elle reste potable, mais peut-être plus pour très longtemps. Il semble qu'il est logique d'interdire d'arroser les cultures par l'eau du Rhin, puisque nos collègues allemands l'ont déjà interdit depuis 3 jours. À long terme, qu'est-ce que cela signifie? À long terme, une pollution chronique de la flore et de la faune immédiate, donc de la plaine du Rhin, aussi bien donc depuis la plaine d'Alsace jusque donc à la mer. Si la pêche est interdite pour au moins 6 mois, aucune consigne particulière n'a été donnée pour ce qui concerne l'irrigation des champs. Certes, le Rhin est pollué, mais la nappe phréatique est épargnée. Nous avons noté le passage de la première vague de pollution qui comprenait donc du mercure. Nous avons relevé des taux allant donc jusqu'à 2000 nanogrammes par litre dans l'eau du Rhin. Mais en ce qui concerne la deuxième vague de pollution qui avait été annoncée, nous n'avons absolument rien observé. Nous n'avons observé que le bruit de fond permanent au niveau du mercure dans le Rhin. Désormais, ici à Strasbourg, les cheminées des usines sont sous haute surveillance. Le Rhin a fait le plein de ses déchets. Le communiste Marcel Maurice-Paul, élu conseiller général du canton nord de la Seine-sur-Mer, c'est une revanche pour le candidat du PC qui avait été, souvenez-vous, devancé de 5 petites voix en mars 85 par Charles Scaglia. La frontière espagnole, totalement paralysée par les producteurs espagnols de tomates qui bloquent depuis ce matin l'autoroute qui va de Perpignan à Barcelone. 300 camions entassés de part et d'autre de l'autoroute A9. Les Espagnols protestent de la sorte contre les contingents de tomates qui leur ont été imposés par la communauté européenne. 11 novembre 1986, 11 novembre 1916, il y a 70 ans, le canon tonnait sur Verdun, une des plus horribles boucheries de l'histoire contemporaine que ne peut effacer le courage des soldats tombés alors sous la mitraille. Demain, 11 novembre, donc, anniversaire de l'armistice, on se souviendra particulièrement de ceux qu'on appelait les poilus de Verdun, avec plusieurs défilés à Paris et en province. Moment fort des cérémonies parisiennes, le passage des fameux camions Berliet engagés dans l'Est. Tout comme les taxis de la Marne ressortis il y a 2 ans pour l'occasion, ils défileront demain sur les Champs-Élysées. C'est le fils du fondateur de la société, Marius Berliet, qui les a retrouvés à travers toute la France. C'est un reportage de Véronique Auger et de Patrick Voix. Au fond de carrières, j'en ai retrouvé dans des granges abandonnées, j'en ai retrouvé dans des forêts. Ils étaient bien sûr pourris. Il a fallu trouver en général deux vieux camions pour en reconstituer un seul, mais ça nous a permis aussi de découvrir l'astuce, l'intelligence, l'innovation. Ces tracteurs d'artillerie, 4 roues motrices, mais c'était déjà les Audi Quattro de l'époque. Ils avaient des freins à l'avant en 1913, alors qu'il n'y en a eu sur les voitures qu'en 1924. En 1914, il y avait très peu de camions. L'armée a commencé la guerre avec 90 camions, elle l'a terminée avec 90 000 camions. Ces camions étaient faits par des femmes, car il y avait 6 millions de femmes dans les usines pour remplacer les hommes qui étaient au front. La voie sacrée, c'était 37 km de Bar-le-Duc à Verdun. Plus de 3500 camions en permanence, tournés jour et nuit. Un véhicule en panne était immédiatement jeté dans le fossé. Aucun risque pour demain sur les Champs-Élysées. Les moteurs ont été refaits à neuf. Le mois de novembre, c'est aussi le mois des grands prix littéraires. La dernière ligne droite pour les romanciers en l'attente de Laurier. La semaine prochaine, c'est le Goncourt, le plus prestigieux sans doute des prix littéraires. Et dans la foulée, les autres prix qui s'intitulent Femina, Interallié et bien d'autres encore. Cette semaine, nous allons donc vous présenter 6 portraits d'écrivains qui sont d'éventuels ou même de probables lauréats.
Ce soir, Philippe Labro avec L'étudiant étranger, paru chez Gallimard. C'est le 3e roman de Labro et c'est déjà un best-seller qui raconte la formation d'un jeune Français dans une université américaine. C'était au cours des années 50. Labro, fasciné par l'Amérique, qui nous offre là un roman plein de délicatesse et de nostalgie. Sylvie Marion et Claude Lucas ont rencontré ce romancier tour à tour, journaliste, cinéaste et directeur des programmes de RTL. Voici ce portrait. Recevoir un grand prix littéraire, ce serait pour Philippe Labro la consécration de l'écrivain. Car il y en a des Labro et qui réussissent dans tous les domaines. Mesdames, Messieurs, bonjour. Labro journaliste et présentateur télé à Antenne 2, rappelez-vous. Labro cinéaste avec 7 films à son actif, dont La Crime. Et depuis peu, Labro directeur des programmes de RTL. Du Labro intime, père de 3 enfants, nous ne verrons rien. Cet homme public, mondain, ne montre de sa famille que son chat. Et encore, parce que, dit-il, c'est un chat littéraire. Le nombre d'écrivains qui ont eu, à un moment donné ou un autre de leur vie, de leur œuvre, un chat près d'eux, c'était extraordinaire. On ne va pas citer Baudelaire, Malraux et autres. Des studios de RTL où il travaille, à ceux de France Culture où il est reçu pour parler de son livre et de retour à 100 à l'heure dans son bureau, Labro est toujours incroyablement à l'aise. Évidemment salaud, mais oui, il fait ça, il faut qu'elle commence à comprendre, elle me fait marrer. Vous savez, il m'avait prévu un voyage à Bordeaux pour vendredi, j'écoute ma grande. Demande-moi d'abord si j'ai rien à faire vendredi. Comment Labro est-il arrivé à concilier l'extraordinaire énergie de l'homme public et la distance, la pudeur qu'il lui a fallu pour écrire avec une grande douceur la nostalgie de l'adolescence dans son roman, demeure un mystère pour tous ceux qui l'abordent. Oh, c'est tout bon. J'ai vraiment voulu être sincère. J'ai essayé de faire tomber toutes les barrières de la comédie, qu'on se joue à soi-même et qu'on peut jouer aux autres. Comprenez-moi bien, moi, la vie que je mène, les choses que je fais, les activités les plus diverses que j'ai, les voyages que j'ai vécus, les aventures que j'ai connues, un jour ou l'autre, oui, je les mets au service d'un de mes livres. Ma vie nourrit mes livres. C'est bien pour ça que je vis et que je fais beaucoup de choses dans ma vie. Est-ce que vous savez sous le portrait de qui vous êtes assis là? Non, non, c'est pas. Regardez voir. Monsieur Edmond de Goncourt. Oui, oui, bah oui. Philippe Labro ne risque pas de vexer les jurés Goncourt en ne reconnaissant pas leur maître. Il n'est pas sur la liste des favoris. Mais il peut prétendre à d'autres prix pour se voir consacré enfin écrivain. Voilà, L'étudiant étranger, Philippe Labro à la NRF, c'est-à-dire chez Gallimard. Vous voyez ce livre, le voici. Après la littérature, le muscle, car j'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'homme le plus fort du monde. Vous allez le comprendre, c'est tout à fait rassurant, car il ne pèse que, je crois, 60 kilos. Mais regardez quand même ce qu'il sait faire. Patrick Montel. Voici l'homme le plus fort du monde, le Bulgare Naim Shalamanov. Et pourtant, le nouveau phénomène de l'haltérophilie ne mesure qu'1,52 m et ne pèse que 60 kilos. À 19 ans, cet étudiant en agriculture a ajouté 3 nouveaux records du monde à son impressionnante collection. 147 kg 500 à l'arraché, 335 kg au total olympique, mais surtout 188 kg à l'épaulé jeté. 188 kg, soit plus de 3 fois son poids de corps. Un exploit rendu possible grâce au centre de gravité très bas de l'athlète bulgare, qui lui permet de se glisser sous la barre sans rien perdre en vitesse d'impulsion. Résultat, dans la catégorie des 60 kg, il y a Shalamanov et les autres. La preuve, le français Mayer ne totalise que 250 kg à plus de 80 kg de Shalamanov. La route du Rhum, maintenant avec un départ hier à Saint-Malo, placé sous le signe de la casse. Imaginez plutôt Folenfant qui casse un houban, Perron qui casse son mât, Cléris qui chavire et Vatine qui heurte un cargo. Alors les malheurs de ce début de course, tout de suite avec Gilles Cosanet. C'est 40 minutes après le départ hier que les incidents ont commencé avec le dématage du catamaran de Loïc Perron. Le vent à ce moment-là était établi autour de 50 km/h, mais dans la nuit, il montait à 100 km/h et le petit catamaran de moins de 12 mètres d'Hervé Cléris chavirait. Le skipper était treuillé par un hélicoptère de la Marine nationale, sans dommage, sauf au moral. C'est très dur pour le moral. C'est très dur pour le moral parce que bon, je ne suis pas un professionnel, donc je ne me lance pas dans des courses fréquentes et annuelles. Et je préparais cela depuis 3 ans de façon très sérieuse et j'étais archi prêt. Et c'est une très grosse déception parce que c'est le vide complet maintenant.
Au même moment, le maxi-catamaran en Charente-Maritime se déroutait vers Roscoff pour réparer une pièce de haubans qui venait de casser. Il n'était plus question de virer de bord puisque le mât n'était pas tenu sur notre amure. Donc il a fallu absolument que je rentre pour faire escale pour réparer cette avarie. Si Charente-Maritime a pu repartir dans l'après-midi, pour Nemsluang, en revanche, la course est terminée. Il a heurté un cargo en pleine nuit. Pour Paul Vatine, son skipper, c'est une grosse déception. Il était en effet en tête de la course. Il y a des gens qui ont misé sur mon nom de l'argent et se sont engagés sérieusement pour mes financements. Alors je suis très malheureux vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis du bateau, c'est grave aussi, mais vis-à-vis de ces gens-là, c'est encore plus important. On apprenait enfin cet après-midi que Apricot, un trimaran anglais, avait heurté une épave au large de Ouessant et qu'il faisait route sur Brest. La météo maintenant avec Laurent Boussier, une météo qui ne ressemble pas trop apparemment à 11 novembre. Non, pas du tout. Une journée du 11 novembre qui sera surtout marquée et caractérisée par l'extrême douceur des températures. On pourrait croire le printemps revenu, mais non, les feuilles mortes se ramassent toujours à la pelle. Entre l'anticyclone et la dépression, mon cœur balance. Regardez la photo satellite. Il y a un petit anticyclone qui est là, toujours sur l'Italie, au loin. Alors lui, il nous fait remonter de l'air chaud sur le sud du pays, de l'air qui vient de la Méditerranée. Et puis il y a une dépression là sur l'Atlantique qui nous fait remonter de l'air chaud venant du sud-ouest. Toute cette chaleur nous donne quand même un temps agréable pour demain. Regardez la carte du temps prévu, avec beaucoup de soleil sur une immense moitié sud du pays. Beau temps ensoleillé et donc doux après la dissipation de quelques brouillards matinaux. Attention, quelques rentrées maritimes quand même dans le golfe du Lion. Temps un petit peu plus nuageux, mais il faut qu'on ait quand même quelques nuages pour un 11 novembre sur la Bretagne, la Normandie, peut-être la région parisienne, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Un temps un petit peu plus nuageux avec quelques pluies. Côté température, je disais, c'est la douceur. Vous allez voir, les températures de 13 à 18 degrés sur la moitié nord. Paris sera la ville la plus fraîche demain sur la moitié nord, mais 18 degrés à Mulhouse. La pollution, mais enfin, il fera quand même 18 degrés demain à Mulhouse et de 16-17 dans le Massif central jusqu'à 20 degrés à Toulouse et 20 degrés à Biarritz, qui seront donc demain les villes les plus douces de France. On termine avec notre agenda. Demain sera le mardi 11 novembre, donc évidemment le soleil se lèvera à 7h54, se couchera à 17h14, 3 minutes de soleil en moins. C'est l'armistice, c'est vrai, de 1918, mais c'est aussi la Saint-Martin. Avant de revenir en détail sur cette attente qui est la nôtre ce soir, à savoir la libération imminente, semble-t-il, de plusieurs otages français du Liban, je vous donne les pronostics du tiercé qui se court demain à Saint-Cloud, les pronostics de Pierre de Bresse. Il y a 19 partants, je vous suggère de jouer le 7, le 15, le 9, le 5, le 4, le 8, le 19 et l'As. Voilà, avec Philippe Arroir maintenant, pas de nouveaux développements, mais un dernier point peut-être donc sur cette information de la journée, oui, Bernard, à savoir la libération probable. Presque 2 heures après le moment fixé, toujours rien à l'hôtel Beau Rivage à Beyrouth-Ouest, où doit avoir la libération d'otages français, comme l'a annoncé cet après-midi l'organisation de la justice révolutionnaire, sans préciser le nom des otages, sans préciser non plus leur nombre. On sait simplement que l'OJR détient 3 otages, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, nos amis d'Antenne 2, ainsi que Marcel Koudari. Donc, on attend à l'hôtel Beau Rivage. On attend Philippe Rochaud, mais ce n'est pas la première fois. Vous-même, on avait annoncé votre libération pour une heure précise, et vous êtes arrivé quelques heures plus tard. Oui, on est arrivé 3 ou 4 heures plus tard, et même l'ambassadeur de France était déjà parti, et à tel point que quand on est arrivé, on nous a dit vous êtes les journalistes, mais l'ambassadeur de France est parti, il n'y a plus rien à faire. Mais on a dit non, on est les journalistes otages. Donc, et alors là, ils étaient stupéfaits. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir sur la libération dans les prochaines heures des gens détenus par l'OJR. Écoutez, on le saura tout à l'heure. En tout cas, on attend tous, bien sûr, d'autres informations, d'autres développements et des réactions dès qu'on saura ce qui se passe précisément à Beyrouth. Avec Philippe Arroir, ce sera aux environs de 23h10. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.